C'est un honneur pour moi de vous présenter Raphaël Baroni. Raphaël Baroni est professeur à l'École de français langue étrangère de l'Université de Lausanne. Ses travaux portent notamment sur la théorie du récit et la didactique. Il s'intéresse aussi à l'étude des médias avec un intérêt particulier pour la bande dessinée et l'évolution numérique des formes narratives. Il est membre du groupe de recherche sur la bande dessinée et cofondateur du réseau des narratologues francophones. Il préside également l'Association internationale des chercheurs et chercheuses en littérature populaire et culture médiatique, qui tiendra notamment ses assises à Paris en octobre. Il est notamment l'auteur de l'Attention narrative et l'œuvre du temps, publié au Seuil, ainsi que de Rouages de l'intrigue et de Lire Welbeck, essai de critique polyphonique chez Stactine. Il a d'ailleurs co-dirigé récemment un ouvrage collectif chez Armand Collin intitulé « Introduction à l'étude des cultures numériques, la transition numérique des médias ». Il dirige actuellement 2 projets de recherche financés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Premièrement, reconfigurer la bande dessinée à l'ère numérique et, secondo, pour une théorie du récit au service de l'enseignement. Raphaël, à toi la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que vous n'êtes pas déjà énervé par mon titre, qui a l'air de sonner un peu comme une sorte de provocation. En fait, j'aimerais vraiment insister sur le fait que je n'ai pas insisté pour aller parler à ce colloque. On m'a plutôt demandé de venir parler à ce colloque à cause de ce titre. Donc, en fait, ce n'est pas ma faute. J'espère vraiment, en tout cas, de ne blesser personne. Et je vais essayer d'expliquer un tout petit peu pourquoi j'ai essayé de produire cette espèce d'énoncé qui relève un peu d'une forme d'agrammaticalité, un petit peu à la Wittgenstein, comme ça. La littérature numérique n'existe pas. Donc, en fait, ce colloque n'a pas de raison d'être. Il n'existe pas, mais c'est le jeu vidéo. Et là, je vous ai mis en page de titre un jeu vidéo qui est un des rares jeux vidéo auxquels j'ai réussi à jouer au fil des 30 dernières années. Avant, j'étais gamer un peu, mais ça remonte, qui s'appelle Shadow of the Colossus, parce que c'est une œuvre que j'ai trouvée assez belle et que je trouve, disons, parmi ces jeux vidéo qu'on pourrait estimer comme ayant une certaine qualité esthétique. Puisqu'on a parlé ici d'un terme qui m'a frappé, art littéraire numérique, etc., art numérique, enfin, on est dans le champ de l'esthétique et ça sera un enjeu aussi de distinguer un peu ce type d'objet avec d'autres objets numériques. Pour expliquer la provocation qu'il y a dans ce titre, mais qui était une provocation évidemment sympathique, qui était liée à la réaction, disons, que j'ai eue dans une journée d'études à laquelle je me suis rendu le mercredi 9 novembre 2022, sans aucune velléité de m'exprimer là-bas, mais plutôt d'aller écouter des gens beaucoup plus compétents que moi sur ces questions. Et il y avait notamment Franck Serafini et Eleonora Serra, qui en fait a été la personne qui a réagi à ce titre qui m'est venu à la fin de la journée d'études. J'ai été interpellé, disons, par rapport à mes objets de recherche actuels, par 2 discours, disons. Le discours de Franck Serafini ce jour-là, alors je n'ai pas retrouvé son PowerPoint, etc., mais enfin, il nous disait en gros que la littérature numérique, qui tentait une définition, disons, c'était un texte multimodal qui inclurait, en plus du texte, du son, de l'image, éventuellement de l'animation, une forme d'interactivité, mais, précise-t-il, c'est une littérature numérique qui ne doit pas franchir le seuil du jeu vidéo, puisqu'il ne voulait pas parler du jeu vidéo, mais bien de littérature numérique. Et donc, pour cela, il expliquait, si je me souviens bien, mais peut-être je me trompe, que l'interactivité ne veut pas prendre le pas sur la narration. Okay, ça, c'était un discours. L'autre discours, c'était une brillante présentation d'Eleonora Serra qui présentait les travaux, une partie des travaux, je pense, qui se mènent à Montréal autour de la question, enfin au Québec, autour de la question de la tentative, disons, de faire une classification pour en dresser un panorama aussi complet que possible, ce qui était défini comme des genres appartenant à la littérature numérique. Et dedans, il y avait une liste, disons, d'objets, et je ne les ai pas tous repris parce qu'ils étaient assez nombreux, c'était vraiment assez passionnant comme tour d'horizon, disons. Il y avait la vidéo-poésie, la photo-littérature sur Instagram, la tweet-littérature, les plateformes de microblogging, les fanfictions et la bande dessinée défilante qui m'intéressait puisqu'on a un projet autour de la BD numérique, avec l'exemple tiré pour définir cette catégorie de Falaïna. Il semblait que c'était assez intéressant parce que là, on avait un cas plus ou moins unique. Alors, à la fin de cette journée d'études que j'ai trouvée passionnante, je me suis posé un certain nombre de questions qui vont déboucher sur le titre que vous avez vu. La première question que je me suis posée, c'est, puisqu'il était question de didactique, en contexte scolaire, et là encore le colloque d'aujourd'hui place ces questions du numérique dans le contexte d'une éducation au numérique, donc de la place, disons, qu'on veut accorder à des objets numériques dans l'enseignement, et essentiellement dans l'enseignement du français, si je ne m'abuse, parce qu'on pourrait aussi imaginer de voir ça dans d'autres départements, ou d'autres disciplines, disons.
Et je me suis posé la question, est-ce qu'on a raison de fonder un travail scolaire qui viserait le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus fréquemment la littératie médiatique multimodale, et j'ai appris qu'apparemment maintenant il y a encore un adjectif supplémentaire, littératie médiatique multimodale numérique. Est-ce qu'on a raison de fonder ce travail-là sur l'étude de ces genres littéraires numériques? J'ai déjà mis genre en italique, en me posant la question déjà de savoir si on parle bien de genre. Par exemple, est-ce que la Falaïna, est-ce que c'est la bande dessinée défilante est vraiment en genre numérique? La question que je me suis posée, en fait, c'est est-ce qu'il y a vraiment des genres dans ce qu'on appelle la littérature numérique ou les arts littéraires numériques, pour reprendre une expression qui a été donnée avant, c'est-à-dire des objets qui s'inscrivent dans des pratiques sociales collectives, ce qu'on appelle aussi, par exemple, en linguistique, en analyse du discours, des formations socio-discursives, c'est-à-dire des objets qui structurent des pratiques à une échelle collective. Est-ce que ça existe vraiment quand on s'intéresse aux arts numériques et aux objets qui nous étaient présentés dans cette journée d'études? Par ailleurs, je me suis demandé en quoi les genres, s'il y en a, enfin je mets des guillemets cette fois-ci, les objets, disons, qu'on rattache à la littérature numérique ou aux arts littéraires numériques, en quoi est-ce qu'ils se distinguent de leurs homologues analogiques? Alors aujourd'hui, on a une présentation qui nous parle beaucoup de ces questions d'éclatement. On parle de texte éclaté, donc l'idée de cette littérature numérique, ce serait qu'il y aurait une multimodalité, une animation qui éclaterait le texte en articulant d'autres choses avec. Okay. Est-ce qu'il y a vraiment une rupture à ce moment-là entre ces objets numériques, ou bien même dans leur mode de production, on éclate l'octorialité avec les objets numériques? C'est probablement vrai pour un certain type d'objets, mais est-ce que, par exemple, par rapport, si je prends l'exemple de la bande dessinée numérique, est-ce que la bande dessinée numérique, ou les arts de la bande dessinée qu'on rattache au numérique sont plus éclatés que les productions traditionnelles, par exemple, qu'on peut trouver dans un studio de comics ou de manga, ou simplement dans cette octorialité déjà éclatée qu'on avait même dans la production un peu industrielle de la bande dessinée traditionnelle. Et puis enfin, la question que je me suis posée, c'est si le but c'est de développer une littératie médiatique multimodale numérique, est-ce que ce sont ces objets-là qu'on ferait bien d'étudier? Est-ce qu'on a raison de s'intéresser à l'art littéraire numérique, ou est-ce qu'on ne devrait pas étudier d'autres objets? La boutade sur laquelle ça a débouché, c'est en fait, est-ce que cette littérature numérique, elle existe? Moi, je ne suis pas sûr, et je vais essayer d'expliquer pourquoi je pense qu'elle n'existe pas forcément. Et si elle n'existe pas, à mon avis, elle existe, mais en fait, ce qu'on appellerait, disons, l'art de raconter des histoires avec les moyens qui s'appuient sur les technologies numériques et qui apportent de la multimodalité et de l'animation et de l'interactivité, pour moi, c'est un jeu vidéo, en fait. C'est un objet, en fait, qui est tellement massif, mais qui semble ne pas pouvoir être, je vais l'expliquer aussi, vraiment intégré dans une réflexion sur la littératie médiatique multimodale, ou du moins une réflexion sur comment on pourrait enseigner ce type d'objet. Alors, ça pose pas mal de défis. Alors, pour dire d'où je parle, donc ça a été rappelé, j'ai dirigé récemment un ouvrage qui s'appelle « Introduction à l'étude des cultures numériques » et qui s'intéressait justement, comme le sous-titre l'indique peut-être mieux que le titre, à la transition numérique des médias. Et ça se basait sur un présupposé que je vais essayer d'exposer assez rapidement dans cette présentation, à savoir qu'il me semble que c'était dans le contexte de la mise en place d'un master interfacultaire en humanité numérique, dans la faculté des lettres et de deux autres facultés de l'Université de Lausanne. Et quand on avait élaboré ce master interfacultaire, on avait insisté pour qu'il y ait un cours d'introduction à l'étude des cultures numériques, que j'ai donné la première édition, je vais redonner une autre fois, et qui a donné lieu à cet ouvrage, parce que moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'en invitant des gens venant de différentes disciplines, par exemple du cinéma, du théâtre, des spécialistes des jeux vidéo, etc., je me suis aperçu que ce qui me frappait beaucoup, c'est que la transition numérique avait affecté chaque média de manière totalement différente, et pas du tout de manière aussi radicale dans chacun de ces cas. C'est-à-dire que la transition numérique de la littérature ou de la bande dessinée est très différente de la transition numérique du cinéma, de la télévision, et pour le jeu vidéo, évidemment, encore plus, puisque le jeu vidéo est évidemment un médium natif du numérique, même si on peut le rattacher évidemment aux pratiques ludiques plus largement. L'autre perspective, donc, pour moi, a été de réfléchir un petit peu à ce que cela impliquait, s'il y a un certain blocage dans la transition numérique d'un certain nombre de médias ou d'art, si on préfère en parler comme ça. Est-ce que la vraie transition numérique n'est pas plutôt, en fait, l'émergence de ce qu'on a appelé le transmedia storytelling? Là, j'essaie un peu de franciser cette expression en proposant qu'on traduise
Storytelling, ça a des connotations problématiques en français, de la narration transmédiatique. Et ce qui est assez frappant quand même dans les discours et les analyses de la narration transmédiatique, c'est que ça débouche pas du tout à la disparition des médias analogiques, mais plutôt une réflexion sur l'articulation entre des médias traditionnels, pour une grande partie d'entre eux complètement analogiques, et d'autres formes qui relèvent de la culture médiatique, qui amène surtout aussi à s'intéresser à l'importance de la culture phanique et moyens, disons, de mise en relation des médias via les discours sur Internet. L'autre chose, c'est que dans la foulée de ce master, on a aussi toutes les facs ont été confrontées à cette même urgence de faire la transition numérique. Tout à coup, on a découvert le numérique de manière brutale au début du XXIe siècle et tout à coup, on a reçu une forte injonction, disons, à produire beaucoup de projets de recherche et de discours autour du numérique. Et dans cette foulée, disons, j'ai déposé un projet de recherche interdisciplinaire qui s'appelait « Reconfigurer la bande dessinée à l'ère numérique », où je dirige 2 thèses sur la question déjà d'un état des lieux, effectivement, de la bande dessinée numérique, donc qui ressemble pas mal à ce que Eleonora proposait, mais cette fois-ci restreint à la bande dessinée, que je ne considère pas comme un genre littéraire. D'autre part, une réflexion sur le long terme, un peu dans une démarche archéologie des médias, disons, pour essayer de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau là-dedans. Un peu plus récemment, mais ça sera moins central. J'ai un projet qui s'intéresse à la théorie du récit au service de l'enseignement, qui m'amène donc à ancrer un petit peu plus mon discours dans le champ de la didactique. Alors, pour revenir sur cette première problématique, sur la transition numérique des médias, juste pour vous donner un exemple, ce qui est assez surprenant peut-être, c'est de voir que là où le cinéma s'est posé la question de la disparition du médium à cause du numérique, parce qu'en fait, pendant longtemps, la définition du cinéma était liée, par exemple, à la présence de la salle obscure, à l'idée du cinéma, alors plus que jamais après le Covid, la question de savoir est-ce que le cinéma va survivre à la transition numérique, pose la question de ce que signifie la plateformisation des productions audiovisuelles sur le destin de ce médium. Mais par ailleurs, ce qui était assez intéressant, c'est de découvrir que, par exemple, même un médium qui a l'air d'être aussi éloigné du numérique que le théâtre, qui relève des arts vivants, était plutôt présenté comme le lieu où on pouvait intégrer toutes sortes d'expérimentations numériques qui sont là pleinement intégrées dans le champ de la production contemporaine. Le théâtre d'avant-garde fait massivement recours à des technologies numériques qui sont parfois même au cœur du spectacle, qui deviennent l'objet du spectacle. Là, je prenais juste l'exemple de Episo, truc assez horrible, on voit quelqu'un qui est en fait un comédien vêtu d'un exosquelette connecté à un ordinateur dont les actions sont dirigées par le public, avec en plus une caméra, vous voyez, en gros plan qui filme son visage depuis en haut, enfin bref, et qui est projeté sur un mur. Donc ici, vous avez des exemples de ce type-là. Alors, la question qu'on se posait, est-ce que je me suis posé pour la BD, mais du coup, je vais l'élargir quand même à la littérature, parce que c'est quand même ce qui intéresse la plupart des gens ici, c'est qu'en est-il de la littérature de la bande dessinée? Est-il si facile de détacher ces médiums de la culture du livre? Est-ce que ces médiums, le champ de la littérature, le champ de la bande dessinée, ont véritablement fait leur transition numérique? Alors évidemment, le Québec est à la pointe de ses recherches. Dans cet ouvrage « Introduction à l'étude des cultures numériques », j'ai pu m'appuyer sur les travaux de Bertrand Gervais, de Simon Brousseau aussi, ils ont écrit ensemble un chapitre qui m'a permis de rentrer un peu dans ce champ de réflexion. Disons qu'il faut, pareil pour la bande dessinée, clairement distinguer en fait le problème de la production assistée par ordinateur. Donc aujourd'hui, pratiquement toute la littérature est numérique parce que toute la littérature est produite sur des ordinateurs, sur des traitements de texte, disons. De même qu'une partie de la bande dessinée, mais là les gens sont plus conservateurs, notamment la couleur, parfois le lettrage sont un peu automatisés. Certaines œuvres sont entièrement produites sur ordinateur, comme par exemple l'Arabe du futur est dessiné sur tablette. Ça ne veut pas nécessairement dire que le lecteur peut en avoir conscience, parce que l'objet qu'il va tenir dans les mains, c'est souvent, là encore aujourd'hui, un album tout à fait traditionnel, dont la différence dans sa matérialité et même dans son style est très ténue par rapport à ce qu'a été le langage de la bande dessinée dans sa forme la plus classique, qui s'exprime par exemple dans la tradition francophone, dans l'album franco-belge des années 60-70. C'est pas non plus nécessairement l'objet de lecture. Et ce qui est assez intéressant dans les deux médiums, c'est que la Kindle, en gros, donc vous savez qu'elle a été créée plutôt pour abaisser les coûts d'envoi des livres par Amazon, parce que le livre c'est lourd et ça vaut pas cher, donc c'était, le livre de poche, donc c'était un problème pour Amazon. Donc ils inventent la Kindle pour faciliter, disons, le transfert des fichiers. Mais ça n'a pas très bien marché. Aujourd'hui encore, vous voyez quand même relativement peu de gens qui lisent des livres sur Kindle pour toutes sortes de raisons qui sont assez intéressantes.
Pareil pour la bande dessinée, hein. Enfin, on a un vrai problème ici, ce qui était à la base de notre projet de recherche, parce que la lecture, disons, d'une bande dessinée qui est prévue pour le médium du livre sur une tablette est très problématique parce que, vous voyez, sur l'exemple en haut, ou les deux exemples qui sont ici à droite, la reconfiguration de la planche ne peut pas être vue dans sa complétude, qui est quand même une structure narrative, hein. La bande dessinée déploie le temps dans un espace, l'espace du support. Si le support bouge continuellement de l'écran de votre smartphone aux différentes grandeur de tablette, ça transforme en fait le récit. En fait, ce n'est pas la question de savoir est-ce qu'on lit sur écran, est-ce qu'on produit avec des ordinateurs, c'est vraiment est-ce qu'il y a de nouveaux genres, c'est bien la question du départ, hein, propres, qui sont vraiment inhérents aux technologies numériques et qui seraient plus ou moins en rupture avec les genres traditionnels de la bande dessinée. Et sur ce plan-là, c'est assez difficile à évaluer, mais j'aurais tendance à répondre par la négative, ce qui m'amenait à déboucher sur le constat, disons, d'une absence de littérature numérique. Je dirais à peu près la même chose pour la bande dessinée, et je vais l'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des objets qu'on pourrait définir comme propres à une littérature numérique, mais là, par exemple, dans leur article, Bertrand Gervais et Simon Brousseau font une distinction dans la conclusion de leur article entre ce qu'ils appellent la technotextualité illittéraire et le texte électrifié. Donc, le texte électrifié, en gros, ils rattachent ça à un discours, je pense, de Kathleen Hales, qui parle du fait qu'effectivement, aujourd'hui, l'essentiel des textes qu'on lit, on les lit sur des écrans et pas mal sur Internet. Et donc, quand on passe une journée de 8 heures ou 10 heures par jour dans notre job, disons, à travailler sur son ordinateur, à lire des trucs sur Internet, on lit des textes électrifiés. Mais pour autant, hein, ça ne relève pas de ce qu'on a appelé les arts littéraires numériques, puisqu'on est sur quelque chose qui relève d'un autre type de pratiques qui, ici, ne sont pas l'expression d'une avant-garde, mais qui est simplement une réalité de tous les instants que nos téléphones intelligents et ordinateurs exploitent et entérinent. Dans l'autre côté, il y aurait la technotextualité illittéraire. Alors ici, vous voyez le choix par Bertrand Gervais d'introduire cette espèce de préfixe privatif, hein, c'est de montrer que ce qui relèverait d'une sorte d'art littéraire numérique n'est pas vraiment de la littérature parce qu'en fait, il n'arrive pas, et c'est le constat qui était valable au moment où ils ont écrit cet article, je pense qu'il est encore valable aujourd'hui et qui est valable dans une large partie pour la bande dessinée, n'arrive pas à s'intégrer, reste en marge des institutions littéraires. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore offert de prix Pulitzer à un type qui aurait écrit une œuvre qui est propre uniquement aux formes numériques. Peut-être que dans le domaine de la poésie, c'est un petit peu différent, mais dans ce qui est de l'ordre de la fiction narrative, hein, on a vraiment des productions qui seraient spécifiques à la littérature et qui donc joueraient sur cet éclatement, cette multimodalité, cette animation, etc. Cela n'existe pas, ce n'est pas un objet qui se rattache à l'institution littéraire. On peut avoir des livres augmentés, hein, des hybridations médiatiques, etc. Mais cette technotextualité reste en marge du champ littéraire. Pour toutes sortes de raisons que je vais rappeler rapidement, mais une partie parce que c'est des objets qui ne se rattachent pas, disons, à des traditions, qui ne font pas genre, qui ne se patrimonialisent pas, pour des raisons de fragilité des supports, hein. Je me souviens de cette journée d'études à la HEP, quand on discutait de quels livres les libraires devaient acheter pour que les élèves puissent travailler sur cette littérature numérique, et ben, tout le monde évoquait en fait le fait qu'ils avaient une durée de vie extrêmement courte, parfois de 2 ou 3 ans maximum, 5 dans les meilleurs des cas. Si on veut travailler ces compétences, cette littératie médiatique, multimodale, numérique en classe, quel type de texte on va s'appuyer? Est-ce qu'on va s'appuyer sur ce texte électrifié, qui serait plus du tout l'expression d'une avant-garde, qui donc là est omniprésente, et donc en fait on travaillerait en gros sur des textes, par exemple des notices Wikipédia. J'ai juste fait ce matin une copie d'écran du 20 minutes que je lis sur mon téléphone, enfin ce genre d'objet, quoi. Est-ce qu'on va travailler, et ça, on se rapproche du champ de la fiction littéraire avec des fanfictions, par exemple, qui est un phénomène massif. Là, j'ai pris au hasard, enfin pas tout à fait au hasard, hein. J'ai regardé dans les catégories des fanfictions, hein, il y en a qui côtoient des fanfictions basées sur des BD, des comics, des mangas, des jeux vidéo et des livres nouvelles. Alors, je suis allé sur les livres nouvelles, puis je suis allé sur un classique de la littérature. Et ici, vous pouvez lire une proposition de chapitre alternatif des Misérables écrit en internaute. Ce qui me frappe, vous voyez, c'est si je prends cette fanfiction qui, pour moi, relève pleinement du texte électrifié, parce que la fanfiction a explosé à cause de l'émergence d'Internet, et que vous regardez la forme textuelle de ce texte, vous voyez que ce texte est d'une totale banalité, c'est-à-dire qu'il relève en fait de la forme littéraire la moins avant-gardiste qu'on puisse imaginer, hein, une forme littéraire qui imite ici les codes de la littérature réaliste du 19e siècle. Et pour les gens qui font des fanfictions, pour des comics, des séries télévisées ou des jeux vidéo, la forme est la même. C'est la forme, disons, littéraire la plus conservatrice qu'on puisse imaginer.
Je vais revenir là-dessus à la fin de ma présentation. Sinon, il y a l'autre partie, l'autre pan qui est évoqué par Bertrand Gervais et Simon Brousseau, c'est la technotextualité illittéraire. Pour prendre des exemples les plus célèbres, probablement les plus souvent cités, le fameux Afternoon Story de Michael Joyce. Est-ce qu'on peut faire un travail scolaire sur cet objet? Quel type de travail on veut faire sur cet objet? Alors évidemment, d'un côté, on est très reconnaissant à l'énorme boulot absolument remarquable que fait le NT2, le laboratoire de recherche sur les arts et les littératures numériques, pour patrimonialiser ou du moins archiver ces objets. C'est vraiment extrêmement important pour retracer, disons, l'émergence et l'évolution de formes, disons, fictionnelles qui se sont construites avec l'émergence d'Internet. D'un autre côté, quel type de travail on pourrait faire avec ce type d'objet qui n'est plus utilisable? Je crois qu'il existe peut-être encore une forme de simulateur qui nous permet de reconstruire cette expérience-là. Et quelle pertinence il y aurait à travailler sur ce type d'objet qui, vous voyez, ici, on est sur un texte qui a déjà presque 35 ans. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce texte? Est-ce qu'on n'est pas là face à un objet, disons, qui a une importance historique considérable, mais qui, d'un point de vue de sa multimodalité et même de sa forme narrative, ressemble essentiellement, en fait, à un des premiers jeux vidéo qui a existé et qui imite le dispositif des livres dont vous êtes le héros? Est-ce qu'on n'a pas l'impression, là, d'être face à, en fait, à un jeu vidéo à faible interactivité, à multimodalité très limitée et qui, somme toute, n'a eu aucun impact culturel sur le champ littéraire? Quelle importance on veut accorder à ce genre d'objet? Je prends maintenant le cas de la bande dessinée que je connais mieux, et comme ça m'amènera à dire moins de bêtises que de la littérature numérique à laquelle je ne connais pas grand-chose. On a beaucoup réfléchi à ce problème-là. On a aussi beaucoup interviewé, donc Gaël Kovaliv, qui participe à ce projet, allait interviewer des dizaines d'auteurs de bande dessinée numérique aujourd'hui. On a essayé de faire un état des lieux, un petit peu de la production, et la question se pose sous cet ordre-là. Puis vous verrez que grâce au travail aussi d'Olivier Stucky, on a pu mettre en perspective, disons, la transition numérique de la bande dessinée sur une perspective historique. Alors, la bande dessinée, normalement, c'est des textes et des images dessinées qui sont placés sur support imprimé. Ça, c'est l'histoire de la bande dessinée. Elle s'est créée sur l'album, dans la presse quotidienne aux États-Unis, après dans le comic book, le magazine pour la jeunesse, l'illustré pour la jeunesse, l'album, etc. Ça, c'est la bande dessinée traditionnelle. Alors, quand on parle de bande dessinée numérique, il y a plusieurs possibilités. On va prendre la première possibilité, la plus décevante, si vous voulez, dans laquelle il n'y a aucun éclatement qui serait lié à une multimodalité, un enrichissement, etc. Ce serait juste un texte et une image dessinée sur un écran. Et donc, oui, c'est de la littérature numérique, mais d'un autre côté, si cette bande dessinée, je parle de bande dessinée nativement numérique, je ne parle pas d'albums transférés sur des liseuses, si cette bande dessinée, c'est juste des textes et des images, donc fixes, avec des dialogues dessinés, etc., sur un écran, si cet objet, on peut le transférer sur un support imprimé et qu'il n'y a aucune perte de cet objet, d'accord, est-ce que c'est encore vraiment de la bande dessinée numérique? On va voir en fait que ça correspond à la très grande majorité des types de bandes dessinées nativement numériques qu'on peut observer. Deuxième bande dessinée, ce serait, on va rajouter du texte, de l'image dessinée, et on rajoute du son et un petit peu d'animation. Okay? Pourquoi est-ce qu'on a du texte si on a du son? C'est un peu débile. Mais visiblement, dans beaucoup de cas, on a les deux. On va donner un peu de son et on a toujours du texte. La question, c'est pourquoi on n'a pas effacé le texte? Pourquoi on n'a pas sonorisé l'intégralité de la bande dessinée? Ensuite, si on rajoute de l'animation jusqu'à un certain point, alors on ajoute un petit peu d'animation, des effets de parallaxe, parfois des effets de flash. Puis à un certain moment, on se dit, mais en fait, pourquoi on ne met pas plus d'animation? Si on met un peu plus d'animation, qu'est-ce que ça nous donne? On rajoute du son et de l'animation, ça fait un dessin animé. Alors bon, la plupart des auteurs ne font pas ça parce que sinon, ce serait simplement en train de faire des dessins animés. Donc, on est dans quelque chose qui ressemble souvent à une sorte de dessin animé du pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, on a une bande dessinée un petit peu animée, mais pas trop. Okay? Quel est l'intérêt médiatique de cet objet? Troisième objet, on va aller un petit peu plus loin, on va rajouter un dessin animé. Okay, c'est facile, en rajoutant un petit peu d'interactivité. Et en fait, je me dis, est-ce qu'une bande dessinée avec beaucoup d'animation et beaucoup d'interactivité, est-ce que ce n'est pas un jeu vidéo en fait? Est-ce que ça n'arrive pas continuellement qu'il y ait des gens qui basculent sur le jeu vidéo? Alors, pour donner un exemple, Benoît Socal, qui est par exemple l'auteur des formidables aventures de Canardo, que je n'ai jamais lu, mais qui font partie du patrimoine de la bande dessinée franco-belge, c'est aussi l'auteur de Sibéria, en 2003, qui est un jeu en point and click, dans lequel l'auteur, Sokal en l'occurrence, pas du tout éclaté, puis c'est lui qui a fait le scénario, le game design, la réalisation, les graphismes et les dialogues. Quand Benoît Sokal passe des aventures de l'inspecteur Canardo à Sibéria, est-ce que c'est encore un auteur de bande dessinée?
ou est-ce qu'il n'est pas simplement un auteur de bande dessinée qui fait du jeu vidéo? Alors, maintenant, si je prends l'exemple intermédiaire, le bande dessinée numérique 2, c'est-à-dire une bande dessinée qui serait théoriquement spécifique au support numérique, qui construirait quelque chose sur l'idée de multimodalité, etc. Falaïna est un exemple typique que probablement tout le monde dans la salle connaît, ça ne m'étonnerait pas, et qui, évidemment, a tout de suite attiré notre attention dans le projet qu'on avait mené. Mais le problème de Falaïna, vous voyez, si j'ai mis Falaïna dans Google Scholar, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a au moins une centaine de résultats dans le champ de la production académique qui tournent autour de ce terme qui est quand même suffisamment rare pour imaginer que chaque fois le mot Falaïna renvoie bien à la bande dessinée Falaïna. J'ai isolé, pas tout à fait au hasard, 2 articles, un fait par Hélène Crombet qui insiste sur l'idée vraiment de bande défilée numérique et qui insiste sur le caractère vraiment de multimodalité, enfin le côté waouh qu'il y a quand on regarde Falaïna. Et puis à côté, on a un article de Brunel Bouchardon qui montre l'intérêt aussi des didacticiens pour ce type d'objet. Mais moi, j'ai un problème avec cet objet quand même. C'est-à-dire que Falaïna, c'est super, je continue à le lire sur mon téléphone, je continue à le montrer à toutes les personnes que je rencontre. Un objet qui avait en plus l'énorme qualité d'être gratuit, qui a la qualité d'être encore accessible et fonctionnel aujourd'hui, ce qui paraît complètement délirant, en dépit du fait qu'il n'est pas très vieux. Enfin, c'est très inhabituel, disons, qu'un objet soit encore fonctionnel presque 10 ans après sa création. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'un objet comme Falaïna, qui va beaucoup attirer, disons, le domaine académique, le domaine de la production, de la réflexion académique, c'est vraiment quelque chose qui devrait nous intéresser pour le domaine de l'éducation à la littératie numérique? D'abord, c'est un apax éphémère, il va quand même finir par disparaître. À un certain moment, disons, les auteurs vont se dire que c'est plus tellement intéressant de faire les mises à jour pour qu'ils puissent continuer à fonctionner sur l'iPhone 25. D'autre part, il faut vraiment voir aussi que sa valeur était essentiellement publicitaire. S'il fonctionne encore, c'est parce que derrière une technologie que les gens voulaient vendre et que c'est un objet qui a été massivement subventionné par France Télévisions. Donc sa valeur était bien plus publicitaire que commerciale. Donc l'absence de viabilité commerciale pour un objet comme ça fait que ce genre d'objet ne va pas être répliqué parce que ce n'est pas un objet qui est susceptible de s'inscrire dans une industrie culturelle quelconque. C'est une vitrine, mais la vitrine d'une technologie, d'un dispositif qui est à mon avis sans avenir parce qu'il n'est pas viable économiquement. En même temps, il a une surreprésentation, une extrême visibilité académique, mais cette visibilité, elle est, à mon avis, en proportion inverse de sa représentativité de l'évolution du champ de production de la bande dessinée numérique telle qu'elle est massivement représentée et telle qu'elle constitue, si vous voulez, le paysage culturel des lecteurs aujourd'hui qui ne s'intéressent pas à la recherche académique. L'histoire de la transition numérique de la bande dessinée, c'est une histoire assez déprimante. Elle commence en 1995 par l'idée de certains éditeurs de se dire « c'est super, arrive ce qu'on appelle à l'époque le multimédia ». Je remercie aussi Bertrand Gervais de m'avoir rendu attentif à l'évolution des termes, qui est vraiment extrêmement intéressante, multimédia, informatique, etc. Le multimédia annonce des jours merveilleux et donc des éditeurs se disent « Ok, on va faire des adaptations sur CD-ROM d'œuvres augmentées, dans le sens vraiment d'une multimodalité, de contenu supplémentaire pour l'ordinateur ». Échec commercial retentissant, il n'y a que en tout, dans toute la production qui a été faite, moins de 10 titres qui sont sortis et c'est immédiatement abandonné en 1997 parce que c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui vont revenir dans les productions contemporaines, sont déjà posés, mais le problème, c'est justement dans les digital comics, vous voyez ici le terme qui apparaît là-dessus, c'est qu'en fait, on a beaucoup de difficultés à les différencier du champ de la production vidéoludique. Et d'ailleurs, la publicité se fait dans les magazines de jeux vidéo et pas dans les magazines destinés à la bande dessinée. Donc, on voit ici tout de suite une impasse, un problème et surtout un intérêt de lecture bien inférieur aux versions analogiques en dépit des tentatives d'enrichissement. Explosion de la bulle Internet, la bande dessinée numérique, en tout cas pour ce qui est du champ francophone, réémerge au début du XXe siècle, vers le milieu des années 2000, par l'émergence des blogs. Donc on a toute une série d'auteurs qui se mettent à faire des blogs, et des auteurs parfois assez connus, comme Boulet et Trondheim. Boulet commence son blog sans penser éditer un jour ces choses-là en 2004. L'année d'après, Trondheim sous un pseudonyme limite et montre, je pense que c'était planifié, qu'on peut transformer un blog en album, et l'album se vend très bien et on continue d'en parler. Il y avait tout un mystère autour de l'auteur, on sait que c'est Trondheim. Ce n'est pas du tout innocent de la part de Trondheim, qui est directeur de collection.
notamment aux éditions Shampoing, qui vont éditer, par exemple, Boulet. Donc, en fait, il y a un moment où se met en place une économie qui consiste à dire à des auteurs, vous vous faites connaître sur Internet via des blogs, et puis nous, on édite vos histoires sous forme de livres, et là, on a un modèle économique. Le temps a passé, 20 ans plus tard, Boulet continue à remplir son blog. C'est une archive numérique, si vous voulez, qu'il entretient pour qu'on puisse encore voir sous sa forme originale le blog tel qu'il fonctionne depuis 2004. C'est magnifique. Mais aujourd'hui, évidemment, il publie beaucoup sur Instagram. Et même chose, dans les deux cas, il transfère sa production vers des formes d'édition papier. Vous voyez ici, les éditions exemplaires, un truc qui vise à traiter un petit peu mieux les auteurs et qui publie ici les mini-histoires de Boulet. Donc, vous voyez ici, ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'une forme vraiment viable qui donne lieu à l'émergence d'un genre, cette fois-ci de bande dessinée numérique, émerge, ce genre numérique émerge dans deux possibilités, essentiellement quand ce sont des pratiques de do-it-yourself gratuits qui s'appuient sur Internet pour diffuser et de publications payantes ultérieures sous forme d'ouvrages qui sont en fait analogiques. Donc, il faut que ce soit transférable vers l'analogique pour qu'il y ait un domaine commercialement viable. Et ça a engendré un vrai genre littéraire. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Trondheim s'est aussi intéressé au téléphone, ça en est premier à sortir une tentative de feuilleton payant auquel j'avais souscrit à l'époque, entre 2009 et 2010, sur un des premiers iPhones. Trondheim sort en feuilleton. Et Trondheim dira par la suite, mais je n'ai pas retrouvé la citation, je suis désolé, en fait, pour moi, c'était l'occasion de refaire des strips, parce que les strips, on ne les publie plus dans les journaux. Et donc, en fait, vous voyez, la disparition d'un support analogique a été compensée par l'émergence d'un support numérique qui permettait en fait, de retrouver une forme d'expression qui est en fait totalement traditionnelle. Et donc, vous voyez qu'évidemment, comme tout le monde, Trondheim transfère à la fin son truc qui lui a d'ailleurs, il l'a dit, rapporté très peu d'argent, et il est très fort pour gagner de l'argent avec ses BD, Trondheim, sous la forme d'un album tout à fait traditionnel qui se trouve à droite, vous voyez, et qui se présente comme quelque chose d'assez traditionnel. Bon, quand on a lancé notre projet, et pour vous dire ce que c'est que la bande dessinée numérique, on s'est dit on va quand même travailler sur des trucs un peu avant-gardistes, de l'art littéraire numérique, l'art bande dessinée numérique. Donc heureusement, à l'époque, on a créé le projet, où j'ai écrit le projet, il y avait encore un truc qui s'appelait le Professeur Cyclope, aussi financé par France Télévisions, enfin par Arte. On s'est dit, là, c'est super, apparemment, les gens étaient censés faire de la bande dessinée expérimentale et présenter plus de diversité possible d'objets. Et vous voyez ici à droite des exemples de capture d'écran que j'ai fait, mais évidemment, au moment où le projet commence, le truc a déjà fait faillite, tous les objets ont disparu, mais ce n'est pas grave, ils réapparaissent sous forme de livres. Comme c'était bien formaté pour ça, la main heureuse ici en haut à gauche, où on tenait la tablette verticale, et puis la renarde, où on tenait la tablette horizontale, sont sortis sous forme d'album. Voilà, on n'a rien perdu puisqu'il y avait assez peu de choses. Alors, est-ce qu'il existe des genres de bande dessinée numérique? Oui. Aujourd'hui, indéniablement, il en existe qui sont encore là. J'ai parlé des blogs, les blogs, c'est un peu fini, mais aujourd'hui, il y a l'émergence des webtoons, même dans la production francophone. Il y a aussi Instagram, où on trouve énormément de bandes dessinées. Moi, pour des raisons purement scientifiques, je me suis créé ma petite page Instagram où je publie une autofiction dans laquelle je suis représenté sous forme de Golden Retriever. Donc, si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez sur Instagram, ça s'appelle Apollo et Jimmy. Et en fait, on voit que quand on rentre dans ce genre de communauté, on voit ce que le numérique permet de faire en termes d'interactivité avec ses lecteurs, l'absence d'appui d'une structure éditoriale, mais on voit aussi à quel point ça formate la production. Et en fait, de nouveau, on est sur des productions extrêmement standards pour les webtoons. Si vous allez sur un truc de webtoon, vous allez voir, en fait, la seule innovation, disons, c'est le scrolling vertical, puisqu'on est sur une forme d'expression qui est originaire d'Asie, mais en fait, les bandes dessinées elles-mêmes sont extraordinairement traditionnelles. Toute l'histoire de la bande dessinée est marquée par des gens. On a rencontré des ingénieurs qui disaient « Moi, j'ai créé le nouveau truc, ça s'appelle Wow Comics. Il y a des effets de parallaxe de fou, etc. » Et puis, évidemment, vous voyez qu'ici, il n'y a plus de publication depuis le 1er janvier 2020. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai prise aujourd'hui. Ce genre de truc, ça ne fonctionne pas. À côté de ça, vous voyez des formes extraordinairement pas Wow Comics à droite, le webtoon, ça cartonne parce qu'on est dans les formes d'expression qui sont commercialement viables. Alors, maintenant, je viens à la partie didactique. Je vais prendre ces 5 minutes pour faire quelques suggestions, quelques pistes pour l'enseignement. Pour le travail scolaire visant le développement d'une littératie médiatique, multimodale et éventuellement même numérique, LMMN, qu'est-ce qu'il faut privilégier comme type d'objet? À mon avis, il vaut mieux privilégier les phénomènes massifs parce que ce sont ceux qui sont représentatifs de la culture numérique contemporaine et que si on veut développer une littératie, c'est une capacité à fonctionner dans cette culture numérique et pas
la capacité à discuter d'objets extrêmement éphémères et qui sont des objets apax, des objets uniques. Quelles sont les pratiques littéraires numériques les plus massives qu'on peut observer? Il y a l'industrie culturelle des jeux vidéo. Si vous êtes d'accord de considérer un jeu vidéo comme un objet qui raconte une histoire avec de l'animation, de l'interaction, du son, etc., en fait, le jeu vidéo, c'est l'objet par excellence. Mais le problème, c'est, et je vais poser la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le jeu vidéo? Ça, c'est compliqué dans la classe de français pour toutes sortes de raisons. Et là, la question, c'est vraiment de savoir, la première question, c'est est-ce que ce ne sont pas les élèves qui ont une plus grande littératie médiatique multimodale concernant le jeu vidéo que l'enseignant? À partir du moment où vos élèves ont plus de compétences que l'enseignant, c'est quand même assez compliqué à enseigner. Après, il peut vous donner des cours. On peut faire une classe inversée, là, ça marche très bien. Il y a les webtoons dont j'ai parlé, mais ce sont des objets extrêmement pauvres, mais pourquoi pas. Et puis, il y a tout ce qui sont les fictions, désolé, pas de S à fiction, de type do-it-yourself, fanfiction, blog, Instagram, vous voyez, ce sont des choses qui ont fonctionné sous forme de communauté, de gens qui produisaient des contenus qu'on peut estimer comme relevant d'une pratique littéraire, parce que c'est quand même de la fiction narrative, en gros. Ce sont des trucs, pas d'auteurs, d'artistes, enfin voilà. Et puis, enfin, il y a cette fameuse narration transmédiatique, les franchises de divertissement, comment on travaille sur l'articulation de différents médiums. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas aussi tenir compte quand même de ces textes électrifiés qui ne relèvent pas du tout du champ de l'art ou de la fiction narrative ou du domaine de l'esthétique? Et qu'est-ce qu'on fait avec ces objets-là? Donc, je ne vais pas parler trop de ça, mais disons, pour la classe, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces trucs sans sortir complètement du champ de l'esthétique? Comment on peut articuler ces objets qui sont souvent en périphérie des objets littéraires ou des objets esthétiques? Il me semble que là, il y a des pistes qui sont vraiment intéressantes, mais qui n'ont rien à voir avec les objets nativement numériques, les APAX les plus intéressants. C'est simplement, par exemple, faire construire un blog ou un site WordPress pour présenter la biographie et l'œuvre d'un auteur, par exemple, à la mode Wikipédia, par repliquer une notice Wikipédia en ajoutant des choses, en faisant peut-être une collection d'illustrations, en apprenant à faire des liens hypertextes vers d'autres ressources, etc. Ça, on peut faire ça à des élèves. C'est une façon de travailler, par exemple, de manière un peu créative, la contextualisation d'une œuvre. On peut aussi travailler sur les critiques en ligne, qui m'intéressent énormément, personnellement. Babelio, on l'a lu, même les critiques postées sur Amazon, que j'ai exploitées un petit peu dans mon livre sur Houellebecq, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup, les œuvres qui clivent le public. Quand on travaille sur les critiques authentiques, enfin pas toujours authentiques sur Amazon, mais enfin les critiques de gens qui disent voilà, ce truc c'est de la merde parce que ceci, ce truc c'est un génie parce que cela, et qu'on peut travailler sur les discours des gens, là ça devient vraiment très très intéressant. Est-ce qu'on peut faire écrire sur ces vrais lieux de partage comme Babelio par exemple des critiques à ses élèves? Super intéressant. On travaille en production, on travaille aussi en relation avec le texte. Ou bien faire du booktube, jouer aux booktubers, ça c'est aussi des choses intéressantes. Je fais un peu de pub pour mon recueil de nouvelles ici, Les Villes englouties, que je vous invite à acheter. Alors, autre possibilité, c'est d'aller plutôt du côté des pratiques que j'ai dit un peu do-it-yourself. Et là, je propose deux pistes. Évidemment, il y a toujours la possibilité de faire des fanfictions. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas faire des fanfictions aux élèves? Des vraies fanfictions qu'on publie vraiment sur les sites de fanfiction. Pourquoi pas faire écrire des variantes d'un chapitre qui posent problème aux élèves? Vous avez lu un chapitre de Balzac que vous n'aimez pas? OK, on va faire une autre version. Chacun s'y met, chacun écrit son histoire. Là, on peut travailler des choses très intéressantes en termes de littératie, à mon avis, tout en apprenant à maîtriser ce genre de trucs. Une chose que j'ai faite un peu pour rigoler, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas, par exemple, comme pratique littéraire, le fait d'utiliser l'écriture prédictive de son téléphone. Vous savez que chaque fois que vous écrivez un texte dans un texto, on vous propose 3 mots. Moi, j'ai fait une fiction littéraire dans laquelle je ne me base que sur les propositions faites par mon téléphone en faisant juste un choix multiple. Alors, vous êtes comme dans un labyrinthe, c'est pour ça que ça s'appelle Ariane, et vous faites votre texte de cette manière-là. C'est très intéressant parce que là, tout à coup, on découvre, ici l'exemple du texte, que les algorithmes apprennent des choses qui personnalisent les propositions en fonction de votre vécu. Donc là, il y a un travail intéressant avec les élèves. Dernière chose, qu'est-ce qu'on peut faire avec le jeu vidéo? Donc j'ai dit qu'à mon avis, la littérature numérique n'existe pas, c'est le jeu vidéo. Si vous voulez travailler avec la littérature numérique, travaillez avec le jeu vidéo. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit, les élèves sont souvent en une littératie supérieure à celle des enseignants. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit vraiment apprendre aux élèves à jouer davantage aux jeux vidéo? Je ne suis pas sûr. Donc ici, il y a quelques propositions. L'idée de mobiliser des jeux vidéo éducatifs comme médiation des savoirs, ça c'est ce qui est très souvent discuté dans le champ de la didactique, je ne vais pas revenir là-dessus. On pourrait s'amuser à historiciser un peu les formes vidéoludiques pour faire sortir de l'immédiateté, de la naturalité du jeu vidéo, montrer sur quoi on a joué nous quand on était gamin.
Un autre truc un peu plus intéressant, et là j'ai récemment dirigé un mémoire de master là-dessus, peut traquer des motifs littéraires dans les formes vidéoludiques. Par exemple, là j'ai dirigé un mémoire dans lequel quelqu'un a travaillé sur la poétique Lovecraftienne dans un jeu comme Bloodborne. Là, il peut y avoir des travaux assez intéressants. Mais aussi travailler davantage sur la forme d'un comparatisme intermédiaire. On peut faire venir des formes vidéoludiques, par exemple, pour travailler dans une perspective narratologique, par exemple, la manière dont chaque médium travaille la perspective narrative, produit des effets de subjectivité. Ici, j'ai comparé la BD avec le jeu vidéo. Et je termine avec une chose qui fera plaisir quand même à Jean-François, puisque c'est une citation d'un de ses articles, donc il ne pourra pas m'interrompre sur celle-là, en disant, mais en fait, si vous voulez vraiment développer un peu de littératie médiatique multimodale, en fait, vous n'êtes pas obligé d'aller nécessairement en direction du numérique. La bande dessinée est un lieu formidable à travailler en classe comme œuvre qui permet de travailler la multimodalité du texte, de l'image, la lecture de l'image, etc. Donc ça, c'est la page de pub. C'est quand j'arrive à la fin, je montre mes derniers livres et puis je dis, on peut discuter.